Ravi de vous retrouver dans Polijustice Info en direct tous les jours à 16h. Je suis très heureux de vous retrouver avec ce hashtag PJI si vous voulez bien sûr tweeter, notre page Facebook et puis revoir l'émission si vous le souhaitez, MyCanal ou le replay de CNews. On s'intéresse aujourd'hui au roi de la cavale. Alors, on n'en parle pas comme ça, il a pris la parole, ce roi de la cavale, Redouane Faïd, que tout le monde connaît parce que c'est une star des pénitenciers, des prisons, puis c'est une star des plateaux de télé parce qu'il s'est beaucoup exprimé. Il a écrit un livre, Braqueur, en 2009, roi de la cavale, parce que vous vous en souvenez, ce Redouane Faïd est parti en faisant exploser la porte de la prison en 2013, et puis 2018, il s'est de nouveau évadé, mais cette fois-ci en utilisant un hélicoptère, en prenant en otage le pilote, et il s'est évadé, rattrapé après plusieurs mois de cavale dans sa ville d'origine, à Creil. C'est l'histoire d'un petit caïd de cité, un délinquant qui dès le lycée fait son premier casse pour devenir un beau gosse, c'est comme ça qu'on le dit dans le milieu, un spécialiste des braquages de fourgons. Et évidemment, on lui impute la mort de cette femme gardien de la paix. Il a toujours nié d'ailleurs les faits. On va revenir sur ce parcours. Et il a donné une interview très longue, et on va en parler, sur ses conditions de détention. Il y a à la fois ce qu'il subit de l'institution, et puis il y a aussi ce Redouane Faïd, toujours épris de liberté, qui se bat pour entretenir son corps, pour ne pas se faire écraser par la machine. On en parle avec mes invités. Je dirais la principale invitée, Plana Radenovic. Merci d'être avec nous, parce que c'est vous, journaliste au JDD, qui avez pu échanger avec Redouane Faïd. On va en parler avec vous dans quelques instants. Il y a un article qui recontextualise, et puis ensuite il y a cette interview. Faut-il préciser, derrière un idiaphone, derrière une fenêtre vitrée, hein, c'est ça, hein, ça oui, derrière une vitre de plexiglas. Ouais. C'est ça, derrière il vous interpelle en disant, mais vous imaginez bien que je ne peux pas casser cette plaque. Il s'en plaint d'ailleurs de cet espace, oui. Évidemment, qu'il met à distance avec ses proches et sa famille. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Pierre Botton, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors votre nom est bien connu parce que vous avez, dans les années 90, 95, 96, fait 602 jours de prison. Après ce calvaire que vous avez raconté d'ailleurs dans des ouvrages, vous avez décidé de ne pas oublier de là où vous étiez passé et de tendre la main aux détenus, de limiter la récidive. Et là, vous vous battez aujourd'hui pour inventer un nouveau modèle pénitentiaire avec des détenus qui pourraient travailler. On va en parler avec vous. Une manière, j'imagine, de leur redonner leur dignité. Merci d'être avec nous. Perrine Salé, bonjour. Vous êtes membre de l'association des femmes des forces de l'ordre en colère. Alors, verre à moitié vide, verre à moitié plein. On parlera des conditions de détention, puis il y a aussi de l'autre côté des Français, des policiers qui arrêtent des braqueurs, des voleurs et qui souhaitent qu'ils restent en prison le plus longtemps possible. On va en parler avec vous dans un instant. Et puis Johan Carrard, merci d'être là. Vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat national pénitentiaire EFO. C'est souvent un couple, cette relation entre le détenu et le personnel pénitentiaire. C'est souvent compliqué aussi pour le personnel dans des prisons surpeuplées, avec des agressions. Je pense à Condé-sur-Sarthe, avec de vos collègues qui se font agresser sur des questions là liées à l'islamisme radical. D'abord, pour ceux qui arriveraient en France, là, aujourd'hui, qui n'auraient jamais entendu parler de Redouane Faïd, on a sélectionné 2 archives. C'est important de revenir sur les images, parce qu'on va parler de votre interview. Elle est contemporaine, mais ces archives, celle de 2013, regardez, c'est un sujet réalisé aux abords de la prison de Séquedin, c'est dans le Nord. Ça, c'est sa première grande évasion. Là, ce sont des explosifs. Il prend en otage du personnel pénitentiaire, fait exploser les portes et s'enfuit. Regardez ce sujet. C'est cet extrait, d'ailleurs. Regardez. La maison d'arrêt de Sequedin, dans le nord de la France. Un établissement moderne, théâtre ce matin d'une évasion spectaculaire. Celle de cet homme, Redouane Faïd, 40 ans, braqueur et figure du grand banditisme. Le détenu, semble-t-il armé, est sorti du bâtiment à l'aide d'explosifs. Dans sa fuite, le détenu a emmené avec lui 4 otages avant de les relâcher quelques instants plus tard. De son côté, le personnel de l'établissement est encore sous le choc de l'évasion. Les syndicats dénoncent notamment des manques de moyens et d'effectifs. On a des individus qui viennent à proximité de l'établissement et qui parachutent au-dessus de l'établissement. Alors des fois c'est 60, 70, des colis qui tombent en cours de promenade, les détenus se répartissent. Ça se fait beaucoup le week-end. Pourquoi ? Parce qu'on travaille en effectif réduit le week-end. Redouane Faïd avait été arrêté en juin 2011 dans la banlieue de Lille. Il est soupçonné d'être le cerveau de la fusillade qui avait coûté la vie à la jeune policière Aurélie Fouquet à Villiers-sur-Marne en mai 2010. Elle était décédée d'une rafale de Kalachnikov.
Voilà, le visage de cette policière municipale, on parle de gardien de la paix, c'est une extension et c'est un mot impropre, c'est une policière municipale qui a été fauchée par une rafale de Kalachnikov. Johan Cara, rien n'a changé parce que vous avez vu, c'est un sujet de 2013, vos collègues expliquaient déjà que les conditions étaient intenables, que des personnels venaient aux alentours de la prison, jetaient des sacs. En fait, rien n'a changé. J'ai l'impression d'entendre des discours qu'on entend récents. Malheureusement, non. Enfin, le système carcéral, malgré les mobilisations qu'on a pu nous aussi faire ces dernières années, je pense à janvier 2018, où effectivement il y a eu comme ça tous les personnels pénitentiaires qui étaient sortis des murs justement pour crier l'angoisse des prisons. Et effectivement, on voit que rien n'a changé. Il y a toujours autant d'agressions, autant de projections. Alors qu'est-ce que j'appelle des projections? C'est le fait que quelqu'un d'extérieur envoie par-dessus les murs des objets prohibés en détention. Donc prohibés, des armes, de la drogue. Donc effectivement, rien n'a changé et ça perdure. Et ces dernières images, je voulais vous les montrer quand même et on va débattre ensuite. On a du temps pour échanger sur ce personnage et puis plus largement sur les conditions carcérales. 2018, là c'est une autre manière de s'évader. Ce garçon était pris de liberté, il vous le raconte d'ailleurs dans l'interview qu'il vous accorde. Et là c'est un hélicoptère, ça démarre de Logne, vous allez le voir. Et puis ensuite c'est une cavalcade vers cette prison pour une évasion spectaculaire, là aussi, regardez. Le plan d'évasion a commencé sur ce tarmac, à l'aérodrome de Logne, en Seine-et-Marne. 2 hommes arrivent pour un baptême de l'air qu'ils ont réservé 15 jours plus tôt. Le cours se transforme en prise d'otage. Nathalie Cardozo a vu l'hélicoptère décoller. Il y en a un qui n'est pas sorti d'hélico, l'autre est sorti quelques secondes. Il était typé, les cheveux très noirs, une barbe courte. Banditisme, non. Je ne peux pas me douter une minute. Non. Les hommes du commando semblaient bien connaître le site, situé à quelques minutes à peine de la prison où était incarcéré Redouane Faïd. Une fois à bord de l'hélicoptère, les 2 complices munis d'armes de poing obligent le pilote à voler jusqu'à Melun. Là, il récupère un 3e homme cagoulé avant de s'envoler pour la maison d'arrêt. L'Alouette 2 a été retrouvée à Gonesse, à une 60aine de kilomètres au nord de la prison. L'hélicoptère a été partiellement incendié par les malfaiteurs. Le pilote a été relâché, roué de coups, il a été emmené à l'hôpital. Aujourd'hui, les enquêteurs ont inspecté l'aéroclub où travaille le pilote depuis près de 30 ans. Redouane Faïd, lui, est déjà loin. Il est à nouveau l'homme le plus recherché de France. Voilà, l'homme le plus recherché. Je rappelle qu'il avait fait le plateau de télévision lorsqu'il était sorti en 2009, écrit un livre en 2010. Et ce garçon, Redouane Faïd, il a fait un quart de sa vie derrière les barreaux. Globalement, une grande partie de sa vie se passe en prison. Il le raconte. Qu'est-ce que, dans cet article, parce que vous êtes allé sur place, vous avez eu, les portes se sont ouvertes, il a fallu s'asseoir, il a fallu attendre, il est arrivé. Quel était son objectif de rencontrer une journaliste? On a le sentiment chez Redouane Faïd que cet homme qui est très showman, qui aime bien le spectaculaire, on le voit, philosophiquement, il n'a pas envie de mourir. Il veut montrer qu'il est encore là. Oui, alors déjà, c'est pas son objectif à lui, c'est le mien, parce qu'au début, il a fallu le convaincre pour le rencontrer. C'est pas du tout lui qui m'a sollicité, c'est vraiment l'inverse. C'est important de l'entendre. Oui. Après, moi, ce que je voulais faire, c'est que je voulais un petit peu entendre comment ça se passait pour lui en prison, parce que on a parlé de lui dans ses rocambolesques évasions, on vient de le rappeler. On a parlé de lui pour les braquages dont il est soupçonné. Bon, il a fait appel de tout. On a parlé de lui pour ses différents procès, mais une fois qu'il était en prison, on savait plus comment ça se passait pour lui. Et du coup, je voulais l'entendre sur ses conditions de détention. Après, elles sont terribles, ces conditions. Oui. De ce qu'il vous décrit, en tout cas. Je pense qu'objectivement, n'importe qui à sa place trouverait ça terrible, évidemment. Après, ça s'explique aussi, justement, parce qu'il a eu deux évasions qui montrent qu'il peut s'évader, qu'il est capable de faire des choses complètement folles, comme faire venir un hélicoptère pour le faire évader. Mais je pense entouré de gardes avec le bouclier, enfin il est entouré. Quand il se déplace, il est menotté, entouré, il est toujours menotté, voilà. Il est fouillé à nu très souvent, il est suivi par 4 surveillants en tenue anti-émeute. Oui. Donc il a des conditions drastiques, mais son objectif à lui, parce que évidemment, puisqu'il a accepté de me rencontrer, c'est qu'il y voit aussi un intérêt, évidemment. La preuve, on en parle aujourd'hui, vous voyez. Voilà, c'est que lui, il veut alerter sur ses conditions de détention qui sont pires que celles de Salah Abdeslam, qui lui n'a plus l'hygiaphone. N'a plus d'hygiaphone. L'hygiaphone, c'est-à-dire que lui, il peut avoir des contacts directs avec les avocats ou les visites, voilà. Pas lui.
Donc du coup, lui c'est là-dessus qu'il voulait se battre et c'est là-dessus qu'il a accepté donc, de prendre la parole. Je ne devrais pas le dire, Yohann Carrard, mais je vais faire une petite moue tout à l'heure sur ces terribles conditions de détention. Vous en doutez, il fait de la communication, Redouane Faïd, ou ce qu'il décrit dans l'article, les hommes aux zizi, c'est-à-dire que régulièrement on le met à nu intégralement alors qu'il n'a absolument aucune visite, et on va vérifier dans ses parties intimes s'il n'a pas caché une lame de rasoir ou un tournevis. Est-ce que c'est bien nécessaire ? Écoutez, je suis à la base, moi, surveillant pénitentiaire, je ne suis pas urologue. Vous savez, ce n'est pas un plaisir de demander à un détenu de se mettre à nu, justement pour vérifier qu'il n'a pas des objets prohibés qui pourraient attenter à la sécurité des personnels. Bon, enfin voilà, on connaît quand même le profil particulier de ce détenu qui aime comme ça le monde journalistique, qui aime se montrer. Il faut quand même pas oublier ce pourquoi il est en prison. Enfin voilà, je suis toujours ému de faire rappeler quand même qu'en 2010, il a tué une maman. Voilà, il a laissé un enfant de 19 mois orphelin. Donc s'entendre dire que c'est quelqu'un qui a une aura, qui serait tranquille, qui ne poserait pas de problème. Après la succession de choses qui se sont déroulées, notamment sur les braquages qu'il a pu faire, la mort malheureusement de notre collègue Aurélie Fouquet, on va parler aussi des multiples évasions qu'il a fait, quand même des évasions violentes. Il n'est pas sans rappeler celle de Sequedin, où il a quand même fait sauter la prison pour sortir. On va rappeler aussi sur Sequedin les prises d'otages de collègues. Le personnel pénitentiaire, je ne prends pas la défense de Redouane Faïd, ils n'ont pas été blessés dans cette prise d'otage, vous me le confirmez? Alors, ça reste quand même une prise d'otage et toutes les séquelles, notamment psychologiques, qui peut en déduire. Et malheureusement, et aussi, fort heureusement, il n'y a rien eu pour les collègues. On va quand même aussi rappeler sur Réau, pas plus tard que l'année dernière, où c'est carrément un commando qui a investi une prison et qui ont été le libérer directement au parloir qui l'incrimine sur le fait que maintenant, il a effectivement un système de protection par plexiglas. Et qui rappelle aussi dans l'article qu'il peut aussi faire sauter à tout moment. L'affaire est en jugement, enfin elle n'a pas été jugée celle-ci. Juste, oui. Il a tué Aurélie Fouquet, il n'était pas sur place, il est condamné pour avoir organisé non mais c'est pour ça que je... Oui d'accord, mais c'est pas quand même... Il ne tient pas la Kalachnikov. Ça reste quand même outrant, de s'entendre et de lire qu'il n'a pas de sang sur les mains. Quand on est commanditaire et qu'on en voit les conséquences, je suis désolé, mais oui, il a du sang sur les mains. Alors lui, le contexte, il fait appel devant la Cour européenne. Il conteste ce point, sur le plan juridique. Il conteste ce point, mais en attendant, il a quand même été condamné. Confirmé en appel, aggravé en appel. Qu'est-ce que vous en pensez de ce personnage? Parce que, quelque part, ce qu'il essaie de faire, j'essaie de comprendre l'intérêt de cette rencontre avec Redouane Faïd, c'est d'alerter, au-delà de son cas particulier, sur les conditions carcérales. La sienne, bien entendu, mais toutes les autres. Vous l'entendez, ça, ou pas? Ou est-ce que vous trouvez choquant que ce garçon puisse prendre la parole et finalement avoir un espace médiatique, puisque c'est de ça dont il est question? En fait, ça ne va pas être vraiment le fait de contester des conditions de détention dures. C'est pas mon rôle et ce sera en aucun cas mon propos. La question est que oui, on est une surpopulation carcérale. Oui, être en prison, c'est pas joyeux. Ça, c'est clair, net et précis. Par contre, si vous allez en prison, c'est pas pour rien. Et dans le cas de Redouane Faïd, malheureusement, c'est pas une injustice qu'il soit en prison. Il a été jugé à plusieurs reprises, il a été confirmé en appel, il fait toujours appel. Et il le dit d'ailleurs dans l'interview, j'assume. Alors, assumer, ce serait bien. C'est ce que lui avait demandé la mère d'Aurélie Fouquet au moment de son évasion en 2018, sauf qu'il n'a pas assumé puisqu'il ne s'est pas rendu. Il s'est fait arrêter, dissimulé sous une burqa. Et effectivement, on a affaire à un individu qui est extrêmement... Pardon. Vous avez lancé Cyril, là. Oui. Mais c'est pas grave. Désolée. On est tous entourés de téléphones. Donc en fait, on a un individu qui est extrêmement violent, qui a des méthodes violentes, si blessé lors de la fusillade, qui a malheureusement tué Aurélie Fouquet, mais effectivement, il assume vraiment pas. Il n'assume pas ses actes, puisqu'aujourd'hui, il n'a qu'une envie, c'est d'être avide de liberté, ou alors jouer un petit peu ce show. Parce que là, pour lui, la liberté, c'est plus de vouloir sortir, même si on a tout là, ça paraît compliqué. Et de sortie. Mais c'est quand même une personne assez atypique. Il essaye de charmer, il est considéré comme manipulateur dans son profil psychiatrique, il est considéré charmeur, il est considéré... Juste en dessous de la psychopathie. Voilà. C'est quand même ça qui, moi, il me dérange dans cet article et qui me dérange dans cette interview. Par contre, les conditions de détention, oui, elles peuvent être dures. Par contre, lui, il les a méritées, ces conditions de détention. Pierre Boton, je reviens à votre cas
personnel. 602 jours de détention dans une affaire politico-financière dans les années 95. Une autre époque, j'allais dire. Est-ce que vous aussi... Pas vraiment. Non, pas vraiment. Mais ce que je voudrais, c'est... Vous aussi, vous avez eu à subir ce que dénonce finalement Redouane Faïd. Ce que je voudrais, c'est utiliser le cas de ce détenu qui dit certaines choses. Il faut quand même se rappeler qu'il y a 70 400 détenus actuellement en prison, qu'il y a 32 000 personnels, et que c'est un couple, les détenus et le personnel, et que les conditions de travail des personnels n'ont fait que s'aggraver. Et c'est pas du tout parce que je veux défendre les personnels, c'est seulement que plus vous avez les personnels qui ont des conditions de travail difficiles, et aujourd'hui leur vie est en jeu. Je parle sous le contrôle de monsieur, mais je crois que l'administration pénitentiaire a du mal à recruter. Bien sûr, c'est vrai. Parce que qui voudrait... C'est officiel. Qui voudrait aujourd'hui travailler pour un salaire tel qu'il est, dans les conditions telles qu'elles sont, et ensuite, pour aujourd'hui, avoir sa vie en danger. Donc, ce que je veux dire, évidemment, les conditions, monsieur Fanny, reste un être humain, et il faut considérer être humain, mais ce qu'il vit, c'est pas du tout pour comparer, hein. Moi, j'essaie de comprendre. Qui suis un fils de bourgeois lyonnaise, pour la première fois, je me suis mis à nu 220 fois devant les surveillants, parce que c'est une règle, et je confirme une chose qui est très importante. C'est une règle ou c'est une humiliation pour briser le détenu ? Absolument pas. Mais je confirme une chose. Je n'ai pas rencontré un seul surveillant pénitentiaire en 220 fois qui ait pris le moindre plaisir à faire ce qu'on lui demandait de faire. Pas un seul. Et comme vous le rappeliez de façon off, moi, j'ai été sauvé par un surveillant pénitentiaire. Mais je crois qu'aujourd'hui... Sauvé parce que vous avez envie de vous suicider et qu'il est venu... Mais je crois qu'il faut poser le problème de la prison différemment. Et ma question, c'est est-ce que si ce détenu, lors de sa toute première incarcération, avait été incarcéré différemment, si on lui avait donné du travail, si on lui avait donné une formation, si on lui avait donné des soins psychiatriques à l'intérieur de la prison, serait-il encore là où il est ? Aurait-il fait prendre tous les risques qu'il a fait prendre à la société ? Et c'est une vraie question à se poser, et je pense qu'il est temps de changer le système pénitentiaire. Alors après... Là aussi, je parle sous le contrôle de monsieur, nous sommes, je crois, pour sélectionner les détenus. Il y a des détenus, je suis au regret de le dire, et c'est un ancien détenu qui le dit, qui doivent avoir une détention assez stricte. Et vous avez des détenus qui ne présentent aucun risque. Et malheureusement, on demande aux surveillants pénitentiaires... La même règle ? Ben oui, oui, bien sûr. Excusez-moi, on va bien sûr aller sur d'autres sujets, mais utile ou pas ces 220 mises à nu pour vérifier il y avait vraiment un risque que vous cachiez une lame de rasoir, ou que vous, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, est-ce que vous avez pensé que c'était utile ? Très honnêtement, si je ne m'étais pas posé la question de l'utilité des 602 jours de prison tels que je les ai vécus, puisque je les ai vécus à l'isolement, dans des conditions... Moi, je n'avais pas l'hygiaphone, sauf pendant 15 jours à la prison de Lyon. Si je ne m'étais pas posé cette question-là, je n'aurais pas eu l'engagement que j'ai eu après, puisque je pense que si j'avais suivi, et c'est pour ça que je parle du traitement lors de sa première incarcération de ce détenu, je pense ça remonte à loin. Si j'avais suivi une analyse ou un suivi psychologique lors de mon incarcération, je pense que je n'aurais pas mis 3 ans à me sevrer des médicaments que j'ai dû absorber pour éviter... Tenir. Oui, pour tenir ou pour faire face, puisque moi j'ai reconnu mes erreurs, pour faire face aux erreurs et aux conséquences que cela avait sur ma famille. Et je pense que tout ce travail-là, qui aide ce garçon à le faire ? Qui l'aide à le faire ? Mis à part le fait qu'aujourd'hui, il est dans les médias et tout ça, et qu'il se shoot à ça, ce qui est une énorme erreur. Je le dis pour lui. Je le dis pour lui. Il nous écoute peut-être d'ailleurs. J'en sais rien, mais je le dis pour lui. C'est une énorme erreur. Il est temps d'admettre... Alors, bien sûr que pour lui, il doit considérer que la société a des torts et ainsi de suite. Peut-être en a-t-elle, mais toujours est-il qu'il y a des fautes qui ont été commises, que c'est certainement pas les surveillants pénitentiaires qui les ont commises, et qu'il est temps pour lui de faire un chemin qui l'amène... Il est très jeune. Il est très jeune. Né en 72. Il a 47 ans. Il a 47 ans. Il sortira après 25 ans. Non, mais ce que je veux dire... Faites le calcul. Il est temps, et il est temps... Vous voyez, je veux dire, et je pense qu'il est très important, je parle là encore sous le contrôle de monsieur, les surveillants pénitentiaires, ils ont un travail à faire qui d'ailleurs est normalement écrit dans les textes pour la réinsertion.
Mais comment, Oui. dans les conditions actuelles... C'est impossible. Mais c'est impossible. Mais c'est Évidemment. absolument impossible. Juste un mot, Plana Radelovic, quand vous l'avez face à vous, il y a le langage du corps, il y a les yeux, il y a ce que vous racontez dans l'interview, puisque vous n'avez pas écrit. Qu'est-ce qu'il veut vous dire exactement, au-delà de ces conditions? Parce qu'il y a un double discours. Il y a à la fois l'institution me fait souffrir, et en même temps, c'est bien dit dans l'interview, il peut quand même communiquer avec des voisins de cellule qui lui parlent. Donc il est réellement à l'isolement, il regarde la télévision, ce qui a pu choquer. C'est ça qui nous impressionne aussi dans l'article, c'est qu'il nous parle d'isolement, il nous parle qu'il a quand même vu une dizaine de personnes. Ensuite, il nous dit qu'il n'a aucun contact avec ses co-détenus, mais il leur parle à distance par la fenêtre. C'est ça aussi qui choque les familles, c'est ça qui nous met aussi un petit peu hors de nous. Mais vous le ressentez comment, la journaliste, la femme que vous êtes? Vous voyez un homme qui fanfaronne, vous voyez un homme qui a un genou à terre, vous voyez un homme qui résiste, c'est qui? Déjà, je vois quelqu'un qui veut juste faire valoir ses droits à la base, parce que oui, il parle de ses conditions de détention, on peut être d'accord, on peut être pas d'accord, sauf qu'il y a quand même, en France, c'est régi par le droit. Oui. Son avocate va saisir le tribunal administratif parce qu'elle juge que c'est abusif. Et sur les fouilles à nu, on peut penser ce qu'on veut, mais de toute façon, la justice statuera. Mais il y a quand même la loi pénitentiaire européenne de 2009 qui dit que chaque fouille à nu doit être motivée, et en fait elle doit être, donc il doit y avoir une motivation de la fouille, et ça doit être le chef de détention qui agrée cette fouille. Il donne des détails, on piétine son lit, on y retrouve des traces de bottes, on fouille sa cellule, qui sont des petites humiliations quotidiennes ou hebdomadaires. C'est ça qu'il vous dit. Bon, après pour finir sur la fouille à nu. Et vous allez répondre bien sûr, parce que vous n'êtes pas d'accord. Oui. Bien sûr. Et puis moi je suis pas l'avocate de Redouane Faïd, je vais juste aller le rencontrer parce que je trouve qu'il fallait l'entendre. Mais vous avez, excusez-moi, vous avez cogité aux conséquences de ce que vous alliez faire, parce que vous êtes dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je donne la parole à quelqu'un qui conteste ses conditions de détention. Son actualité, c'est qu'il va les contester devant le tribunal administratif, et que ça lance un débat, je pense, sur l'isolement, sur les conditions carcérales. Et il alerte à et en effet aussi les conditions dans lesquelles travaillent des milliers de personnels pénitentiaires aussi. Donc dans l'oubli finalement, une fois que la personne est en prison, c'est voilà. Pareil pour les médias. Vous dites, il se shoot aux médias. À l'adrénaline, c'est son mot. Oui, mais en fait, depuis qu'il est emprisonné, il n'a pas été dans les médias. Je veux dire, je suis la première à le rencontrer. C'est sur ma demande, c'est pas lui qui a absolument voulu me voir. Et pour répondre à votre question, moi, je vois quelqu'un. Je m'attendais à voir quelqu'un qui fanfaronne. Je m'attendais à voir quelqu'un qui me manipule. Voilà. Je pense que pendant l'interview, il a été assez franc, il a été à peu près comme il est. Alors, ce que vous dites, justement, je pense que c'est intéressant de le montrer comme ça, comme il est, parce que vous trouvez que c'est inadmissible. Après, chacun se fait son point de vue sur ce qu'il dit, mais j'ai l'impression qu'il y a eu des éclairs de sincérité dans ce qu'il a dit. Et voilà, pour moi, la journaliste que je suis, je rencontre beaucoup de gens comme vous, pour faire des interviews. Vous savez doser, ça se sent aussi un petit peu quand on se fait manipuler ou pas. Et j'ai l'impression que là, il a été plutôt sincère. Après, c'est clair que c'est contestable. Et justement, c'est bien d'ouvrir le débat. Ça ouvre un débat plus large. Vous n'étiez pas d'accord? Parce que la télévision, excusez-moi, parce que vous êtes à la fois personnel pénitentiaire actif et en même temps syndicaliste. La télé, tous les détenus l'ont. Comment ça marche la télé en prison? On la paye, je crois? Oui, bien sûr, tous les détenus peuvent accéder à la télévision en la payant. Maintenant, effectivement, pour revenir sur cette interview à proprement parler, ça interroge quand même. Ça interroge de se dire pourquoi... Ça vous choque? Vous avez été choqué par cette interview? Clairement. Enfin, je veux dire... très bien, il est de notoriété publique. En attendant, désolé pour les propos que je vais tenir, mais on ne va pas non plus aller interviewer Marc Dutroux pour connaître ce qu'il pense des violences faites sur les mineurs. À un moment donné, c'est pas les mêmes, c'est pas la même. Je suis d'accord, mais la philosophie est la même. Quand je vois comme ça écrit dans un journal des choses qui sont complètement infondées. Vous dites quoi? On donne trop d'importance à ce personnage. C'est ce que vous dites. Il a commis des fautes, il reste en prison. C'est ça que vous dites. Oui, mais à côté de ça, quand je lis comme quoi on lui interdit ses promenades, on lui interdit son sport, etc. Non, la réalité est tout autre. Et d'ailleurs, fort heureusement, ce détenu est connu pour qu'il y ait une main courante avec tous ses faits et gestes. Quand il ne va pas à son activité, c'est de lui-même qui refuse. Pourquoi? Parce que ce monsieur estime qu'il doit choisir son horaire pour aller faire son sport. Non, pas du tout. Il fait ce qu'on lui dit. S'il a le droit au sport, il peut l'avoir, mais dans les conditions qu'on aura décidées. Donc c'est un vrai bras de fer qui s'installe entre lui et l'administration. C'est de ça dont il est question. C'est surtout qu'il faut arrêter. Il résiste. Il faut surtout arrêter de jeter l'opprobre. De se dire qu'il est tout le temps fouillé.
C'est faux. Il est fouillé effectivement dès l'instant où il a un contact avec l'extérieur. Et c'est tout à fait normal. On parle quand même de quelqu'un qui s'est évadé. Une arme en passant dans le linge sale, effectivement. Tout à fait. Enfin voilà. Enfin, c'est le minimum. On parle de faits qui sont qui sont déroulés il y a un an. C'est pas hier. Donc cette personne malheureusement n'a pas conscience de l'insécurité qu'il crée. Quand on voit effectivement qui peut, à tout moment, s'il veut, faire sauter son plexiglas, etc., c'est qu'il y a déjà réfléchi. C'est qu'on voit qu'il n'a pas encore pris conscience de la gravité de ses gestes. Pierre Botton, Pierrine Salé, juste d'un mot et de plusieurs, on va parler de votre projet, parce que vous avez un projet alternatif, c'est de dire le prisonnier, on le sort de son statut et on lui rend une forme de dignité par le travail, notamment. Mais vous, un dernier mot sur vous, dans la détention, lorsqu'on a son pactage, qu'on a rendu ses effets personnels et qu'on va entrer dans cette cellule de 9 mètres carrés, 8 mètres carrés, est-ce que l'être humain que vous étiez pense à s'enfuir? Est-ce que lorsqu'on met le pied en prison, on n'a qu'une envie, c'est d'en partir par tous les moyens? C'est pas la même question. C'est-à-dire que vous pouvez, évidemment, on a envie d'en sortir le plus vite possible. Est-ce qu'on a envie de s'évader? Non. Pas vous? Non, mais enfin, là encore... Non, mais je sais pas, c'est intéressant de savoir ce qui se passe dans le cerveau d'un homme. J'ai cette expression, vous laissez les portes d'une prison ouvertes, vous avez 80%, peut-être 85%... Qui ne partent pas. Mais bien sûr que non, ils ne partent pas. Ils ne partent pas, bien sûr que non. Pourquoi d'ailleurs? Parce que le risque est trop important, parce que inutile, parce qu'il y en a beaucoup qui sont des petites peines. Il faut savoir que la majorité dans les maisons d'arrêt, c'est des petites peines. Non, bien sûr que non. Ensuite, je ne suis pas du tout représentatif. Moi, j'ai très très mal vécu la prison. Donc je ne suis pas du tout représentatif. Vous avez résisté ou vous l'avez subi? Parce que non, moi Redouane Faïd résiste. Non, oui, si vous voulez, vous avez deux façons de vivre la prison. Vous avez une façon qui est celle de M. Fadine, vous avez celle de tous les gars qui sont pris avec la CAM, les petits caïds qui, font beaucoup de sport, résistent. Moi, vous savez, j'ai rencontré beaucoup de gens à la sortie des détenus. Et puis, tous ces gars-là qui disaient « Ouais, moi, la prison, je l'ai fait sur une jambe », c'est une expression. Je leur disais « Ah bon? Tu es sûr? Parce que moi, pas. Moi, j'ai fait une tentative de suicide, j'ai vraiment très mal vécu. Et très rapidement, vous voyez que c'est un rôle qui se donne. C'est le masque. Bien sûr, parce que le costaud. Bien sûr, parce que le système est ainsi fait. Le système est ainsi fait que, vous voyez, les gars se font tatouer, style, voilà, les gars des cités, quand ils arrivent en prison, ils essayent d'être avec les autres. Vous voyez, je veux dire, ils ont presque un tampon. Il faut bien que la société pense à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la prison n'est plus forcément une réponse valable pour lutter contre la récidive. C'est très important que la société pense à ça. Après, il y a des gens qu'il faut isoler. Voilà, il y a des gens qu'il faut évidemment... Comme vous le disiez, sélectionner en fonction des profils. Oui, il y a des gens qu'il faut isoler. Et là, je dis, attention à payer correctement le personnel pénitentiaire qui est contact de gars qui ont essayé de se faire sauter, qui, dès qu'ils ont un outil, essayent de trancher la gorge des surveillants. Moi, je vous le dis franchement, pour 2000 € par mois, je ne le fais pas parce que c'est ma vie qui est en danger. Donc là, je dis que vraiment l'administration pénitentiaire doit absolument accepter... Avec le feu, Mais bien sûr, accepter elle aussi de dire il y a des gars qui mettent leur vie en danger. Excusez-moi, qui va les garder? Les gens du Bataclan, le gars qui là, les gens qui tirent les uns sur les autres, qui sortent avec des couteaux et qui descendent tout le monde, c'est pas n'importe quoi. Il faut savoir que ces gens-là... Ils sont vivants, ils sont quelque part dans une cellule, ils mangent. Et au contact de qui? Ils ne sont pas en contact des politiques. Non, ils sont en contact de vos collègues. C'est un métier extrêmement dangereux. Vous vouliez intervenir, Pierine Salé, je vous donne la parole. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, dans l'association, donc Femmes des Forces de l'Ordre en colère, moi je suis compagne de policier, mais on englobe effectivement tous les uniformes, c'est-à-dire les pompiers, les policiers, police municipale évidemment, mais les pénitentiaires aussi. Et effectivement, on était de ces manifestations et de ce blocage des prisons en janvier 2018. Le point qui est extrêmement important, c'est effectivement cette violence que peuvent vivre les surveillants pénitentiaires et donc le risque que ça pèse sur les familles. Violence et pression, on ne l'a pas dit, mais il y a aussi des pressions sur les épaules des surveillants. Pression parce qu'aujourd'hui, vous avez même des personnes qui vont traquer les surveillants pénitentiaires chez eux, des menaces. À la porte de leur maison, des menaces de mort, surveillant, on va te crever, etc. C'est un article qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Ou encore aujourd'hui, je vais vous parler d'un surveillant pénitentiaire qui est dans nos adhérents. Ce surveillant pénitentiaire-là est en contact avec différentes populations de cette prison.
Effectivement, il y avait un détenu qui était un petit peu houleux, un petit peu violent, qui a fait déjà plusieurs prisons et qui, à chaque fois, avait tellement frappé de surveillants pénitentiaires qu'il était déplacé de centre en centre. Qu'est-ce qui s'est passé? L'alarme s'est déclenchée. Notre ami est venu en renfort auprès de ses collègues qui sont en tenue lourde, certes, mais sans armes pour se défendre. Sans armes. Donc danger. Résultat, danger qui s'est valu pour d'énormes coups. Et cet individu-là n'a pas été plus amplement enfermé que ça. On en discutait à l'extérieur. On ne sait pas quoi en faire. Il y a des unités qui sont spécialisées, soi-disant, pour des personnes violentes, mais sauf qu'il est trop violent pour y aller. Donc on en fait quoi? On ne sait pas quoi en faire. On ne sait pas quoi en faire. Yohann Carrard, juste cette information qui est contenue dans votre article, dans le dossier, parce qu'il y a une mise en situation et une interview, c'est que c'est un détenu modèle. C'est en tout cas le SPIP, enfin c'est l'administration qui contrôle, qui dit mais, détenu modèle, tamponné, détenu modèle. Donc il ne comprend pas. Oui. Alors après, il faut savoir, alors là pour le coup, je vais donc ne pas être l'avocat de Redouane Faïd, mais il a toujours été considéré comme détenu modèle. Oui. Moi, quand j'ai suivi son évasion de Sequedin en 2013, les surveillants pénitentiaires me disaient, mais c'est quelqu'un de très poli, il faisait pas parler de lui, même il rigolait avec nous, et ça peut aussi être une stratégie en fait, parce que c'est quelqu'un de très intelligent. Donc le fait d'être un détenu modèle, voilà, c'est ça, il se fait oublier, on relâche un petit peu la pression sécuritaire, et là, c'est là qu'il s'est évadé de Sequedin. Vous vouliez intervenir, parce qu'on est revenu sur Redouane Faïd, mais on parlait d'une manière plus générale. Est-ce que l'alternative, il y a eu des philosophes qui ont réfléchi à l'alternative de la prison, on disait souvent d'ailleurs on rentre avec un petit délit, on en ressort avec un gros, et il y a eu beaucoup de films qui l'ont raconté, c'est-à-dire qu'au contact de caïds, de braqueurs, de gros dealers, un petit délit, un petit droit commun se retrouve finalement embarqué dans des... Est-ce que vous imaginez, vous, une alternative à la prison, ou est-ce que le modèle tel qu'il est aujourd'hui, vous dites on n'en a pas inventé de meilleur? Clairement, enfin voilà, et ça fait partie notamment d'une de nos revendications, ce qu'on appelle nous la classification d'établissement. C'est-à-dire que dans le cas notamment de Redouane Faïd, effectivement, il peut être poli, etc. N'en demeure pas moins que ce détenu est extrêmement dangereux et qu'il ne faut pas le mélanger au reste de la population pénale. Et nous, ce qu'on propose... Donc, il faut maintenir la pression qui est sur ses épaules, parce que c'est de ça dont il est question. Puisqu'il revendique, il demande à ce que ça s'arrête. Vous dites qu'il faut continuer. Il faut aller même plus loin, dans le sens où il y a, tous les détenus ne sont pas mauvais. Il y a des détenus qui s'envisagent vers qui imaginent la réinsertion. Et il faudrait comme ça la création d'établissements pénitentiaires, notamment très sécuritaires. Quand on parlait du surveillant effectivement qui gère en ce moment Redouane Faïd, qui est équipé, alors non pas pour aller au combat, mais pour protéger son intégrité physique. Il a un casque, il a une tenue par coup, mais un surveillant n'a pas d'arme. Et pourtant détenu modèle. Voilà. Et inversement, il faudrait aussi avoir des établissements pénitentiaires pratiquement à ciel ouvert, sans murs, sans miradors, avec des équipes pluridisciplinaires pour des détenus engagés vers la réinsertion. Mais il ne faut pas oublier qu'on a toujours des détenus très dangereux qu'il faut isoler du reste de la population pénale et qu'il faut gérer et y mettre les moyens. Voilà, il ne faut pas avoir peur de se dire que demain, un surveillant peut, à minima, avoir une bombe lacrymo pour se protéger lui-même. Il y a eu un débat sur l'armement du personnel pénitentiaire au moment des agressions de Condé-sur-Sarthe, liées notamment à l'islamisme. D'un mot, avant de nous quitter, votre projet alternatif, c'est quoi? On fait travailler le détenu, ça existe déjà, mais avec un vrai salaire. Oui, alors des cotisations. C'est surtout très rapidement, les détenus sont sélectionnés, ils y vont sur la base du volontariat. On est soutenu par beaucoup d'entreprises du CAC 40 qui vont donner un travail, un contrat de travail. Les détenus vont être en formation, vont être à l'intérieur. Les personnels pénitentiaires vont faire un vrai travail de réinsertion. Et il y a une expérimentation qui a été lancée par le président Macron à son initiative. Et deux établissements de 180 vont être construits. Et je dois vous avouer que j'en suis à mon 3e ou 4e président de la République. Même s'il est de bon ton aujourd'hui de dire qu'il ne tient aucun engagement, lui, il les a tenus. Et surtout, c'est le premier président de la République, c'est normal, c'est le premier président de la République à être entré dès son mandat, pas à la fin de son mandat quand il y avait plus de risque, à aller en prison. Ça, on est obligé de lui reconnaître. C'est un symbole. Avant de nous quitter, qu'est-ce que vous n'avez pas écrit dans cet article? Si je ne l'ai pas écrit, c'est pas pour le dire ici. Vous avez gardé des choses de ce que vous avez échangé avec lui? Non, juste quelque chose que j'ai pas écrit, c'est qu'on dit c'est un rôle, ils sont fiers, etc. Là, quand on est venu me signifier à la fin du parloir que le surveillant qui m'a escorté a dit c'est la fin, j'ai vu passer dans ses yeux quelque chose et là, je pense qu'il... La tristesse. Oui, et puis vraiment, il savait qu'il allait revenir à l'isolement. Et là, le masque, un petit peu de fierté, s'est fissuré. Ça, je ne l'ai pas écrit parce que c'est mon ressenti. C'est très dur. Il faut vraiment savoir que ça a une expression. On ne voit que du bleu.
Pourquoi on ne voit que du bleu? Parce qu'on ne voit que des hommes les tenues pénitentiaires qui sont bleues. Et c'est vraiment quelque chose de très très dur. Sauf le bleu du ciel. Sauf le bleu du ciel à travers cette espèce de petite meurtrière dont il parle. Merci à vous quatre de nous avoir éclairés sur ce sujet qui est un vaste sujet, la question du personnel pénitentiaire et des détenus. Merci à Perrine Salé, merci à Johan Carrard pour le syndicat pénitentiaire EFO, merci à Plana Radenovic pour le JDD, et merci à Michel Botton. Nous attendez maintenant la construction officielle en dur, comme on dit, du dur, du solide, de ces établissements alternatifs. Confiance. Vous avez confiance. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Police Justice Info. Merci.